I never broke the law. I am the law. Bonjour à tous, bienvenue sur cette cinquième et dernière partie de la série consacrée au contrat, où on va s'intéresser en fait au processus final. Une fois que vous avez rédigé votre contrat, qu'il est prêt et qu'il a été approuvé par les parties, c'est le processus de signature. On va voir en particulier deux éléments. Un, qu'est-ce qui se passe quand vous avez des entités françaises et votre devoir en tant qu'avocat pour s'assurer de la capacité des parties. Et deux, au contraire, qu'est-ce qui se passe quand vous avez des entités qui ne sont pas des entités de droit français et savoir comment on traite ce genre de cas. Donc premièrement, pour commencer, le cas où vous avez affaire à des entités ou des personnes physiques françaises. Là, c'est assez simple avec les personnes physiques. Vous, en tant qu'avocat, vous allez devoir vous assurer de la validité de votre acte. Vous allez simplement vérifier pour les personnes majeures leur carte d'identité et pour les personnes mineures, il ne faudra pas oublier de vérifier soit l'autorisation du juge des tutelles, soit l'autorisation des parents concernés. Ça, c'est un cas pour les personnes physiques. Si jamais vous êtes en face d'entité personne morale, ce qui est probablement le cas avec la signature d'un contrat, vous, votre devoir, c'est d'aller chercher le CABIS directement depuis Infogreffe ou toute autre plateforme, mais c'est le seul qui est valable et légal, ça va être celui d'Infogreffe, et de vérifier que la personne qui signe est bien la personne qui est mentionnée comme le représentant légal de l'entité, que ça soit le gérant ou le président par exemple. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est d'aller vérifier les statuts de la société pour voir, même si ce n'est pas opposable, s'il existe des restrictions dans ces statuts sur la capacité de signer certains contrats particuliers. Et notamment, vous allez pouvoir trouver dans certains statuts des limitations en termes de montant, par exemple, ou des procédures particulières de consultation préalable. Ça, et même si en droit elles ne sont pas forcément opposables au tiers de bonne foi, il va falloir s'assurer, pour aller jusqu'au bout de l'exercice, que vous obtenez tous les documents qui vous prouvent que les autorisations requises ont été obtenues. Et indépendamment de toutes ces problématiques-là, et liées à celle-ci, vous allez aussi avoir la possibilité d'avoir comme signataire une personne qui a été habilitée directement. Et dans ce cas-là, vous devez recevoir le pouvoir de signature afférent et, le cas échéant, de la même manière que ce que je viens de vous expliquer sur les statuts, vérifier que la signature de ce pouvoir a bien été autorisée par l'organe représentant de la société ou par les associés, le cas échéant. Deuxième cas de figure, vous avez affaire, dans le contrat que vous venez de rédiger, à des entités, soit personnes physiques, soit personnes morales, de droit étranger. Vous, dans l'exercice que vous avez fait avant sur le droit français, vous pouvez vérifier les capacités de personnes morales ou privées françaises. Mais votre capacité s'arrête là. De telle sorte qu'à partir du moment où vous avez des entités de droit étranger, il va falloir faire appel à des cabinets extérieurs qui sont compétents dans la juridiction concernée. Ce cabinet-là, qui va être délégué par la partie en question, va rédiger ce qu'on appelle une opinion juridique de capacité. C'est une opinion juridique qui va retracer exactement le même exercice que celui que vous avez fait pour l'entité française. Il va repartir sur les documents correspondants auxquels vous pouvez avoir accès dans la juridiction concernée, l'équivalent du CABIS, l'équivalent du statut, dans certains pays les articles constitutifs, et sur la base de ces éléments-là, va vous expliquer qu'il peut ou non, qu'il peut évidemment valider la capacité de signature de la partie. Il ne faut pas sous-estimer la valeur de ce document-là, qui doit être relu puisqu'il engage le cabinet en question avec une certaine responsabilité, donc être certain d'avoir des cabinets qui ont une capacité financière assez importante pour pouvoir être actionnés si jamais il y a vraiment un problème au bout du bout sur la capacité de l'entité signataire, et aussi de s'assurer que la rédaction de cette opinion juridique ne comporte pas d'exclusion ou de réduction de responsabilité justement qui soit préjudiciable à votre client à la fin. Donc ce document-là qui est nécessaire pour ces entités étrangères, il doit aussi être revu comme un document important de la transaction puisqu'il valide l'existence même et la capacité même du contrat que vous allez rédiger et que vous allez mettre en signature.